Écrivain franco-libanais, il a reçu le prix Goncourt en 1993 pour Le Rocher de Tagnos et a été élu à l'Académie française en 2011. Né à Beyrouth, dans une famille d'intellectuels, il a passé les premières années de sa vie en Égypte. Depuis toujours, il parcourt le monde et il l'observe. Considéré comme un sage, comme un spectateur engagé, comme un penseur, son analyse géopolitique est à la fois reconnue et appréciée. Il vient nous parler de lui et de son œuvre. C'est Amin Maalouf que nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Lumière Intérieure ce soir. Bonsoir Amin Maalouf. Bonsoir. On est très honorés de vous avoir avec nous ce soir et on peut s'empêcher de faire le rapprochement entre votre parcours et le fameux livre Le Prophète du poète libanais Khalil Gibran, un livre que vous avez d'ailleurs préfacé, j'ai vu, un livre qui est devenu un immense succès international, qui a été traduit, je crois, dans plus de 40 langues. C'est un ouvrage qui présente sous forme poétique des questions, des réponses sur les thèmes les plus souvent posés à un sage. C'est un auteur qui vous inspire ? C'est un auteur qui, au Liban, est très emblématique. D'abord, c'est l'émigrant par excellence. Il est allé aux États-Unis, il s'est installé là à la fin du 19e, début 20e siècle. Il a écrit quelquefois en arabe, quelquefois en anglais. Il a souffert et en même temps, il a connu une postérité littéraire extraordinaire, quasiment miraculeuse. Je pense que ces textes sont lus tous les ans des centaines de milliers de fois dans des cérémonies de mariage. Et c'est une belle figure. Il m'est arrivé de penser à écrire quelque chose autour de lui. Finalement, je me suis contenté d'une préface qu'on m'avait demandé à un moment donné. C'est ce que j'ai vu. Alors, votre dernier livre à vous s'intitule non pas Le Prophète, mais Le Naufrage des civilisations. C'est un livre qui est publié chez Grasset. Et en fait, quand on regarde de près, le constat est assez sombre. L'Amérique est en train de perdre toute crédibilité morale. L'Europe, qui offrait un projet ambitieux, finalement, est en train de se disloquer. Le monde arabo-musulman plonge ses populations dans le désespoir. Des grandes nations telles que la Chine, l'Inde ou la Russie font irruption sur la scène mondiale dans une atmosphère complètement délétère. Finalement, c'est pas très joyeux. On a le sentiment que vous décrivez toutes les dérives par lesquelles l'humanité est passée pour se retrouver finalement vraiment au seuil du naufrage. Je pense qu'on est au-delà du seuil. Je pense qu'on est en plein naufrage. Simplement, il y a une vie après le naufrage. Je crois que le naufrage, il est là. Le naufrage moral de l'humanité, il est là. Il suffit de regarder du côté de Washington ou du côté du monde arabe ou du côté de Londres, un peu partout. On a tous les éléments d'un véritable naufrage. Maintenant, à un moment donné, il faudra se reprendre, il faudra reconstruire. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de prendre conscience de ce qui arrive pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Quelles sont vos pistes précisément pour reconstruire ? Je pense que nous sommes dans un monde qui a énormément progressé sur le plan scientifique, technologique, économique, mais les mentalités n'ont pas suivi. Nous avons besoin d'élever notre conscience au niveau du développement du monde. Nous vivons encore comme si le monde pouvait se diviser en puissances rivales qui vont se faire la guerre, qui vont se lancer dans des courses aux armements. On ne peut plus se permettre cela. Nous fonctionnons encore comme si on pouvait maintenir indéfiniment les frontières. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les frontières, on ne pourra pas les maintenir indéfiniment. Et donc, il faut repenser les relations entre les différentes composantes de l'humanité. Et il faut aller, je vais paraître naïf en le disant, il faut aller vers une forme de nation planétaire avec des différences évidemment entre les peuples, les cultures, mais avec le sentiment de vivre la même aventure tous ensemble. Finalement, est-ce qu'on peut établir une forme de parallèle avec la décadence de l'Empire romain ? Vous savez, l'Empire romain était grand, mais grand pour son époque. C'est-à-dire, c'était la Méditerranée et puis les territoires autour. Ça n'a jamais été un empire universel.
Aujourd'hui, les crises auxquelles nous devons faire face sont universelles, sont globales. Et le titre du livre, c'est « Le naufrage des civilisations », parce que j'ai le sentiment qu'elles sont toutes dans un état de délabrement, ou en tout cas de crise profonde. Ce n'est pas une civilisation qui triomphe des autres. Ce n'est pas un conflit de civilisation. Je n'ai jamais cru à cette idée d'un conflit de civilisation. Je pense qu'il y a des conflits à l'intérieur de chaque civilisation, mais pas entre les civilisations. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les pays développés et l'ancien tiers-monde, les idéologies, toutes, les systèmes politiques, économiques, tous, les religions, les grandes religions, tout le monde est en crise profonde. Et c'est cela qui caractérise l'époque d'aujourd'hui. Effectivement, la crise, c'est très palpable, ne serait-ce que dans le titre de vos ouvrages, Les désorientés, le dérèglement du monde et maintenant le naufrage des civilisations, dans lequel vous expliquez que finalement les ténèbres se sont propagées. C'est un regard très, très pessimiste, non, sur le monde actuel? Je ne pense pas qu'il soit pessimiste. Je pense que le constat est sévère, mais à mon avis tout à fait adéquat. Simplement, l'avenir, c'est à nous de le construire. Je pense que nous pouvons opérer un sursaut, que nous pouvons reconstruire le monde sur d'autres bases. Simplement, il faut déjà prendre conscience de ce qui ne va pas. Il ne faut pas fermer les yeux et avancer en disant « tout finira par s'arranger ». Non, tout ne finira pas par s'arranger. Il faut véritablement un peu de volontarisme, beaucoup de lucidité, beaucoup de persévérance, beaucoup d'honnêteté aussi, beaucoup d'intégrité de la part des gens qui dirigent le monde pour pouvoir aller dans une autre direction. Alors vous ne fermez pas les yeux du tout. Vous écrivez, il y a 20 ans, j'avais écrit un essai, Les identités meurtrières. La dérive autour de ces questions identitaires n'a fait que se répandre et s'aggraver. Des mots, on est passé au meurtre. L'observation de l'Europe a suscité en moi de plus en plus de déceptions et d'inquiétudes. Le rêve européen auquel je me suis accroché de toutes mes forces s'est effrité. Il a perdu de sa substance jusqu'à devenir ce monstre froid, tapis à Bruxelles, loin des peuples. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer, Amin Maalouf, que le monde dérive de la sorte, alors que paradoxalement, on n'a jamais disposé d'autant de moyens d'émancipation? Je reviens un instant sur l'Europe. C'est vrai que l'Europe, la réconciliation qu'il y a eu en Europe est un élément essentiel du monde d'aujourd'hui. Et moi, je viens d'une région où les gens ne savent pas véritablement se réconcilier, où les crises durent d'une génération à l'autre. Et le fait d'avoir une Europe qui se reconstruit sur d'autres bases, avec des peuples qui se sont constamment combattus et qui un jour disent « ça suffit, on va construire quelque chose ensemble, on va construire l'avenir ensemble », c'est merveilleux, c'est un exemple pour l'humanité. Et malheureusement, j'ai assisté, depuis, ça fait 43 ans que je suis en France, j'ai assisté à l'effritement de l'image de l'Europe. L'image de l'Europe était intouchable. Les gens avaient le sentiment que le mot lui-même ouvrait des horizons. Il suffisait de dire Europe à une réunion ou dans un communiqué politique pour que les gens adhèrent complètement. Et on a laissé s'effriter cette image de l'Europe. On se retrouve avec des peuples qui ont toujours été totalement pro-européens, qui commencent à devenir sceptiques. On voit monter des mouvements qui remettent en cause l'existence de l'Europe. Il y a le Brexit, évidemment. C'est un gâchis, et pas seulement pour l'Europe, pour le monde entier. Ce que moi j'aurais voulu, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle, moi j'aurais voulu des États-Unis d'Europe. C'est le vieux rêve de Victor Hugo. Des États-Unis,
un peu sur le modèle des États-Unis, avec probablement beaucoup plus d'importance pour les États, beaucoup plus un rôle plus important, notamment dans le domaine culturel, de l'enseignement, pour les différents États, la préservation des langues européennes. Il ne s'agit pas de les abolir pour imposer une seule langue. La préservation et le renforcement des langues européennes, mais construire une véritable unité, une Europe qui puisse avoir son opinion, pouvoir intervenir sur tous les plans dans le monde. Et on ne va pas dans cette direction. Et c'est une des raisons, à mon avis, de ce qui arrive aujourd'hui. On a une puissance, les États-Unis, qui avait une primauté, qui sont certainement la première puissance économiquement, politiquement, militairement, technologiquement. Ils sont la première puissance. Ils avaient la possibilité, il y a 30 ans, à la fin de la guerre froide, de bâtir un nouvel ordre mondial. Ils n'ont pas su le faire. L'Europe aurait pu pallier ce manque et le faire elle-même. Elle n'était pas là pour le faire. Et donc, on se retrouve dans un monde qui est en train de devenir une jungle, où il n'y a aucun ordre qui fonctionne. Et on a de ces phénomènes étranges qui apparaissent dans diverses régions du monde. Et c'est vrai que c'est un naufrage moral global. En tout cas, ça interpelle quand on lit votre livre, parce que ça permet d'ouvrir les yeux. Je voulais qu'on parle un peu de votre parcours. Donc, vous êtes d'origine libanaise, on le disait. La guerre civile a éclaté en 1975. Du coup, votre famille a été obligée de se retirer dans un petit village. Quel souvenir est-ce que vous gardez encore aujourd'hui de cette période-là ? Dans quelle mesure est-ce que ça vous a affecté, marqué, imprimé, peut-être à tout jamais ? J'ai eu le triste privilège d'être témoin du premier incident grave de la guerre. J'étais chez moi, dans un faubourg de Beyrouth, avec ma femme. Nous avons entendu des bruits. Vous avez vos 3 enfants, vous avez 3 enfants à l'époque, il y avait un des 3 qui était né. Bref, au total, il y en a eu 3. Voilà, aujourd'hui, ils sont 3. Et à ce moment-là, on a vu un autobus qui était arrêté avec des hommes armés autour, puis on a entendu une fusillade, et au bout de quelques dizaines de secondes, il y avait au moins une vingtaine de morts qui étaient étalés sur la place, et ça c'était à, je ne sais pas, à 100 mètres de chez nous et sous notre regard. Et donc nous avons reçu la guerre en plein visage, et tout de suite, ça c'était en avril 1975, nous avons compris tout de suite que les choses allaient être graves, très longues, et nous avons dû quitter notre appartement dès le lendemain. Nous sommes allés au village. Je suis resté pendant quelques mois au village à me demander ce que j'allais faire, à suivre évidemment les informations, à écouter au loin les explosions. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester indéfiniment dans cette atmosphère. Je ne vais pas laisser mes enfants grandir dans un pays en guerre où à 14 ou 15 ans, ils vont prendre les armes, tuer quelqu'un ou se faire tuer. Et donc, il fallait partir. Et là, nous sommes partis en 1976. Vous êtes arrivé en France, vous avez trouvé en France un emploi de journaliste dans un mensuel d'économie, puis vous êtes devenu rédacteur en chef de Jeune Afrique, et vous avez écrit vos premières esquisses littéraires, et ça peut paraître tout à fait surprenant aujourd'hui quand on sait l'immense écrivain que vous êtes, mais à l'époque, ça n'a abouti sur aucune publication. Et ça n'est qu'en 1981 que vous avez décroché finalement votre premier contrat d'édition, c'est bien ça ? Tout à fait. Voilà. En fait, j'étais déjà journaliste au Liban. Dans un vous-même quotidien. fils d'un journaliste, donc c'est... Mon père était journaliste. J'ai commencé à travailler comme journaliste dans un quotidien de langue arabe. Et j'y ai travaillé jusqu'à la guerre. Et à un moment de la guerre, je suis allé en France et je lisais Jeune Afrique quand j'étais au Liban. Et en arrivant à Paris, j'ai pris contact avec Jeune Afrique pour voir s'ils avaient une place de rédacteur pour moi. Et j'ai commencé tout de suite. C'était une époque bénie parce que quand on voulait travailler, on trouvait tout de suite. Je suis sûr que si j'étais arrivé 15 ans plus tard, j'aurais passé des années à chercher du travail. À l'époque, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui.
Alors moi, je vais vous proposer une autre une aventure qui consiste à vous laisser seul sur ce plateau, provisoirement, je vous rassure, et pas complètement seul, puisque je vais continuer à vous guider par des mots. Et vous me direz pour chacun d'eux ce qui vous inspire. Voilà ce qui vous attend dans les minutes qui viennent. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes bien installé ? Oui. Vous avez un repose-pied si vous voulez allonger vos jambes. Je vous annonçais, je vais vous proposer une série de termes. Vous allez me dire ce qu'ils vous inspirent. On commence avec peuple. Peuple, c'est un mot que j'utilise assez parce qu'il a un sens à la fois qui englobe et qui n'est pas trop chargé idéologiquement. Je préfère utiliser le mot peuple plutôt que nation ou communauté ou évidemment race. Et donc le mot peuple est un mot avec lequel je suis assez ami. À quel peuple appartenez-vous ? J'appartiens au moins à deux peuples. Je crois profondément qu'on peut appartenir à des peuples différents selon sa propre trajectoire. Évidemment, je suis né au sein du peuple libanais et aujourd'hui, je me sens français également. Je me sens européen. Je me sens méditerranéen. Je me sens arabe. Tous ces peuples ont une importance pour moi. Je sens qu'il y a une partie de moi qui est reliée à ces peuples. J'utilise parfois le mot appartenance, mais c'est un mot que j'utilise avec précaution. Parce que quand on dit par exemple j'appartiens à un peuple, ce n'est pas comme ce stylo m'appartient. Trop souvent, on considère que la personne est la propriété de son peuple, ou de sa nation, ou de sa communauté, ou de l'État dont cette personne porte la nationalité. Je pense que le mot appartenance a un sens très précis ici. Je pense qu'il y a un lien, il y a une connexion, mais on reste libre et on doit pouvoir choisir librement ses opinions, sa vie, quel que soit le peuple ou les communautés auxquelles on appartient. Il y a l'idée de solidarité aussi entre les membres d'un peuple, et parfois de solidarité entre les membres d'un même peuple ou de méfiance à l'égard des autres. Oui, la solidarité est toujours une arme à double tranchant. Quelquefois, la solidarité aide à traverser des périodes difficiles et quelquefois, elle se fait, comme vous le dites, contre quelqu'un. Trop souvent, hélas, aujourd'hui comme hier, les gens se regroupent face à un ennemi commun. Et quand l'ennemi n'est pas évident, on l'invente ou on le gonfle pour faciliter le regroupement. Dans toutes ces questions, il faut garder la tête froide. Il faut savoir à quel moment, lorsqu'on dit « nous », c'est un « nous » généreux, et à quel moment ça devient un « nous » agressif, un « nous » hargneux. Tout à l'heure, vous parliez d'une éventuelle reconstruction possible. Est-ce que cette solidarité, justement, entre les membres d'un même peuple, est-ce que cette capacité à faire front commun contre un ennemi commun, c'est quelque part une lueur d'espoir face à ce naufrage que vous décrivez ? Mon rêve, c'est qu'un jour, les humains considéreront que leurs ennemis communs sont la maladie, l'ignorance, la mort, les perturbations climatiques, et qu'ils cessent de considérer que leur ennemi, c'est un autre humain, c'est un autre peuple, c'est un autre pays.
On n'y est pas. Je ne verrai pas ça de mon vivant. Mais en tout cas, il faut tendre dans cette direction. Alors à présent, je voudrais vous inviter à réfléchir au mot langue. Ça vous inspire quoi? Comme pour le peuple, une langue, on peut en avoir plusieurs. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. La langue française est devenue ma principale langue d'expression. La langue anglaise aussi est importante pour moi parce que c'est la langue de ma famille paternelle et elle a toujours été présente dans notre maison comme dans beaucoup de maisons au Liban. Au Liban, on grandit avec 3 langues dans la bouche, en quelque sorte. Toujours l'arabe, le français et l'anglais. Et l'avantage de la langue, c'est qu'elle est... c'est justement qu'on peut en avoir plusieurs. Une religion, c'est difficile d'en avoir plusieurs. Elle s'exclut mutuellement. Il faut choisir. Une langue, on n'a pas à choisir. Et Umberto Eco disait que la traduction est la langue de l'Europe. Oui, on peut parler des langues et on peut traduire. Et la connaissance à travers une langue peut se transmettre. La langue est importante comme élément d'identité. Et elle est plus saine que la religion de ce point de vue. Parce que la religion, quand elle devient un élément d'identité, ce qui arrive trop souvent depuis un certain temps, depuis toujours, mais un peu plus depuis quelques dizaines d'années, elle devient plus... elle perd, à mon avis, ce qui fait son utilité à l'homme. Elle se pervertit. La langue est moins susceptible d'être pervertie par des querelles identitaires, justement parce qu'on peut en avoir plusieurs. Tous les jeudis, je crois, vous travaillez en tant que membre de l'Académie française sur le dictionnaire. Alors voilà, je voulais savoir en quoi ça consiste, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec cette façon de procéder. Et ça m'intéressait aussi de savoir les mots que vous préférez à la fois en français et en arabe. En fait, à l'Académie, il y a 2 séances où l'on travaille sur le dictionnaire. L'une, c'est le jeudi matin, où s'est réunie la commission du dictionnaire, qui passe 3 heures à travailler exclusivement sur le dictionnaire. Là, nous sommes vers la fin, donc nous pouvons espérer que la 9e édition sera terminée dans les 3-4 années qui viennent. Et puis l'après-midi, en séance plénière, l'Académie travaille également sur le dictionnaire, mais elle y passe moins de temps. Durant la séance plénière, je dirais qu'en moyenne, nous passons une demi-heure sur 1h30 à travailler directement sur le dictionnaire, alors que le matin, la commission du dictionnaire travaille pendant 3 heures. Mais les 2 séances sont importantes pour avancer sur ce travail qui est le travail qui a été confié à l'Académie. C'est sa mission depuis l'origine, depuis le XVIIe siècle, c'est de faire le dictionnaire, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il soit à la fois préservé et enrichi, étoffé. Au début, le but était de donner à la langue française ses lettres de noblesse, notamment dans les domaines de la connaissance les plus pointus, parce que le latin était omniprésent, notamment à l'université. Il fallait montrer, là on le voit quand on lit les premiers débats de l'Académie française, le but était de démontrer que la langue française pouvait servir pour toutes les sciences, tous les secteurs de la connaissance, aussi bien que la langue latine. Ce n'est pas une chose qui était évidente au début.
beaucoup de gens considéraient que les langues vulgaires, que ce soit le français, l'italien ou autre, étaient bons pour certains usages, mais que la langue sérieuse, pour le savoir, c'était le latin. Et aujourd'hui, on a une rivalité entre le français et l'anglais qui... aujourd'hui, on a l'impression que c'est une lutte, parfois même pour la survie de la langue comme langue de savoir, notamment dans le domaine scientifique. Au commencement de l'académie, c'était plutôt face au latin qu'il fallait acquérir une existence, une légitimité. Alors on a envie de vous entendre à présent sur le mot joie. C'est vrai que face au portrait plutôt pessimiste et désenchanté du monde contemporain que vous dressez, on se demande comment est-ce que vous parvenez à trouver encore de la joie, encore de la plénitude. Je dois vous avouer que je suis plutôt un épicurien dans ce domaine. Je trouve des joies. Je mettrai toujours un S. Je ne pense pas que j'utilise souvent le mot joie sans S. Mais les joies, elles sont présentes à chaque instant de la vie. La vie n'a pas de sens sans la joie. Je pense qu'il faut trouver la joie dans chaque jour, dans chaque instant de vie. Et il ne faut pas attendre que tous les problèmes soient résolus pour avoir la joie. Il ne faut pas attendre d'avoir atteint les objectifs que l'on s'est fixés. Il faut trouver des atomes de joie dans chaque instant de vie. Qu'est-ce qui vous met en joie ? Beaucoup de choses. Vous savez, je ne saurais pas vous dire des choses particulières. D'abord, je suis quelqu'un qui observe le monde. Et tous les jours, il y a des événements inquiétants, mais en même temps, il y a des événements joyeux. Des événements qui révèrent la générosité des humains ou leur altruisme. Il y a des découvertes scientifiques, par exemple, me passionnent. Là, je lisais aujourd'hui même des articles sur les progrès trop lents, malheureusement, de la fusion atomique qui... on peut l'espérer, dans quelques dizaines d'années, pourra permettre de produire quantité d'énergie pratiquement illimitée, sans déchets, sans résidus et sans aucun effet négatif. Bon, on peut l'espérer. Je pense qu'il y a des joies dans les découvertes, dans le progrès, et puis il y a des joies quotidiennes, la famille, les petits-enfants. J'ai l'âge où on se voit entouré de petits-enfants, et ce sont des joies merveilleuses qu'on recherche constamment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre ? Alors, il y a eu vos enfants, mais maintenant vos petits-enfants. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous et que vous avez envie de leur transmettre ? Là, je devrais commencer non pas par les joies, malheureusement, mais par les inquiétudes. J'ai le sentiment d'avoir vécu, moi, ma génération, un moment de privilégié. Je pense que la vie a été plutôt facile pour moi et pour ma génération, comparé à ce qu'elle a été pour les générations d'avant et pour les générations d'après, je le crains. Beaucoup de choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui m'inquiètent, non pas parce qu'elles ont un effet immédiat sur nous, sur notre vie quotidienne, mais parce que je me dis, mais dans quel monde vivront mes enfants quand ils auront mon âge, et surtout mes petits-enfants, que sera la question climatique, par exemple, qui est une menace réelle, dont on commence à prendre conscience, et puis on fait semblant de
de chercher des solutions, mais en réalité, jusqu'à présent, on n'a rien fait, pour dire les choses comme ça. On n'a rien fait qui puisse enrayer la dérive dans ce domaine. Et je ne sais pas à quoi ressemblera le monde en l'an de 2060 ou 2070, mais je crains que ce soit beaucoup moins facile pour les générations de ce temps-là que ça n'a été pour la mienne. Alors pour terminer, je vous propose le mot sagesse. C'est un mot dans lequel je me reconnais. J'essaie constamment d'observer le monde avec sagesse, avec sérénité. J'essaie de m'extraire. Ce n'est pas toujours facile, je ne dis pas que je réussis à chaque fois, mais j'essaie de m'extraire de mes frayeurs, de mes espérances, de mon environnement. J'essaie d'écouter des voix qui ne sont pas celles qui me plaisent, qui peuvent même m'irriter ou m'amener à des réactions hostiles, mais en même temps, j'espère que j'arrive à observer le monde et à l'écouter avec sagesse. En tout justement, cas, c'est quoi pour vous la vraie sagesse ? C'est la lucidité. C'est d'abord de voir la vie telle qu'elle est, de voir le monde tel qu'il est, de garder sa liberté de penser. Ça, c'est un élément fondamental. Je ne supporte pas que l'on puisse abandonner, déléguer ce qui fait l'essentiel de la raison d'être de l'être humain, qui est la capacité de réfléchir, le droit de réfléchir librement et de choisir librement sa vie. Je pense que la sagesse, pour moi, est inséparable de la liberté de penser, de la liberté de choisir sa propre vie. Quand Dieu demande à Salomon ce qu'il voudrait obtenir, il répond la sagesse. Comment est-ce qu'on reconnaît un sage et comment est-ce qu'on le devient ? Est-ce que c'est une aspiration ? Est-ce qu'un jour on se dit j'aimerais être un sage ? Est-ce qu'on peut désirer l'être ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous est donné ? Je pense que c'est une aspiration. On s'efforce sa vie entière d'être sage, de se comporter sagement. On n'y réussit pas toujours. Mais je pense que le seul fait de se fixer cette boussole dans la vie est important. D'ailleurs, en arabe, Salomon, le nom courant de Salomon, c'est Sulayman al-Hakim, Salomon le sage. D'ailleurs, vous ne m'aviez pas répondu sur le mot que vous préférez en arabe et sur le mot que vous préférez en français. Le mot que je préfère en arabe, ce ne sont pas ce n'est pas un mot qui vient spontanément, ni en arabe ni en français en réalité. Si je devais choisir en français, puisqu'on est en train de parler de sagesse, je dirais que le mot qui revient souvent en français, c'est la sérénité. Je dirais que c'est la même chose en arabe. J'ai parlé de Sulayman al-Hakim. Al-Hikma en arabe, qui veut dire la sagesse, est un très beau mot. Et donc, je l'adopterai comme mot préféré. Oui. Et en français ? La sérénité. J'aime beaucoup ce mot. On vous définit souvent comme un humaniste. Alors, ça veut dire quoi pour vous, un humaniste ? C'est quelqu'un qui considère que l'humanité est une et que même s'il y a des différences culturelles ou autres entre les humains, fondamentalement, il n'y a pas plusieurs humanités. Il n'y a pas plusieurs humanités avec des
des systèmes de valeurs différents. Il y a une humanité et qui a vocation à avoir le même système de valeurs essentielles. Alors, le ministre, il est à la fois proche de l'humanité et en même temps peut-être un peu en proie à la solitude. J'ai cru comprendre que vous aimiez bien la solitude, ou en tout cas que vous en avez besoin pour écrire, pour rassembler vos idées, que vous allez d'ailleurs souvent sur l'île Dieu, c'est ça, pour écrire? J'aime beaucoup la solitude. Je suis à l'aise et je ne souffre jamais de la solitude. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je peux être dans mon bureau non seulement pendant des heures, mais s'il n'y avait pas les besoins normaux de la vie, de manger, boire, etc., je peux rester confiné dans 4 mètres carrés pendant des mois. Je n'éprouve jamais le besoin de m'éloigner de l'endroit où j'arrive à travailler. Je vais vers les autres parce qu'il faut le faire, mais je peux rester seul dans mon coin indéfiniment. Je vous interromps, seul, véritablement tout seul, sans rien, ou seul avec votre ordinateur et vos livres? Non, seul avec ma femme, mon ordinateur et mes livres. C'est un beau programme. Je parlais en préambule de ce livre, Le Prophète de Khalil Gibran. Il est question d'un sage, justement, puisqu'on évoque la question de la sagesse, qui, si j'ai bien compris, est sur une île déserte, et ça, et puis personne vient le solliciter, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il a peut-être des choses intéressantes à raconter. Est-ce que vous avez le sentiment que le sage n'est pas toujours peut-être considéré à sa juste valeur ? Je ne suis pas sûr que la sagesse soit considérée aujourd'hui comme une valeur importante. Mais c'est parce que le monde est en crise. Je crois que si le monde retrouvait la boussole, il verrait que la sagesse est la première qualité. Nous sommes dans un monde où agressif est devenu un compliment plutôt qu'un défaut. Où on parle d'opportunisme, et là encore, c'est une qualité plutôt qu'un défaut. Les mots changent parfois de sens. Le mot sagesse est quelque peu dévalorisé aujourd'hui. On l'associe justement à la faiblesse, au fait de ne pas être capable de s'engager dans la vie pleinement. Pour moi, ça a un autre sens. Je pense qu'on a besoin de lucidité, on a besoin de voir le monde tel qu'il est, et ça n'empêche pas que l'on veuille le changer. Moi, en tout cas, je reste en moi-même profondément révolutionnaire. J'ai envie de changer le monde. Je sais que je ne le changerai pas moi-même par une action de caractère politique ou autre, mais chaque mot que j'écris est une tentative de changer le monde. Et c'est ça qui donne du sens à votre vie, à votre combat, de tenter avec les armes qui sont les vôtres, à savoir les mots, d'inverser le cours des choses, ou en tout cas de les faire évoluer? C'est certainement mon objectif. J'aimerais changer le monde. J'aimerais que le monde retrouve sa route, parce qu'il me semble qu'il est égaré. Je pense que nous avons aujourd'hui la capacité de résoudre tous les problèmes qui se sont posés à l'humanité depuis l'aube des temps. Il y a eu des progrès extraordinaires, remarquables dans les domaines scientifiques, technologiques et autres. Je rêve d'un monde où on utiliserait tous ces progrès pour résoudre les problèmes et pour avancer et pour bâtir véritablement une nation humaine qui se fixe des objectifs nobles, plutôt que de continuer à se battre les uns contre les autres comme des tribus sauvages. En tout cas, c'est un beau programme auquel on a évidemment envie d'adhérer. À tout de suite, Amin Maalouf, merci.
Merci pour ce témoignage. On a l'habitude de recueillir le ressenti de nos invités après cette expérience un peu inédite. Comment ça s'est passé pour vous ? Bien, ça aide beaucoup d'avoir les mots écrits devant soi. Alors justement, puisque vous parlez des mots, on sent bien à quel point, vous le disiez à la fin, c'est une arme quelque part pour essayer de faire bouger les lignes à sa façon, d'apporter sa modeste pierre à l'édifice global. Néanmoins, les mots ne peuvent pas toujours dire toute la colère qu'est la sienne, tout ce qu'on porte en soi de volonté, vous parliez de révolution, mais de volonté révolutionnaire. Est-ce que vous en souffrez de cette limite des mots qui, même quand on sait les manier comme vous à la perfection, ne sont pas toujours aussi forts qu'on aimerait qu'ils le soient ? Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir réfléchir à l'état du monde et de prendre le temps de formuler les choses correctement. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas la faute des mots, c'est sa propre faute. Mais les mots sont malléables, ce sont des outils merveilleux à condition de savoir s'en servir. Alors on a l'habitude, pour conclure, de terminer par une forme de questionnaire de Proust un peu revisité. L'objectif, c'est d'en savoir plus sur vous, parce qu'on a parlé de votre œuvre, de vos combats, de vos valeurs. On a aussi envie de vous connaître mieux. Alors on a bien compris que vous pouviez rester seul dans 4 mètres carrés avec vos proches et des livres. Mais alors, quel est votre hobby préféré ? Comment est-ce que vous vous ressourcez ? Vous êtes un grand travailleur entre l'écriture des livres qui vous mobilise beaucoup, les séances à l'Académie française. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez du temps pour vous ? Je marche beaucoup. Je marche quand je suis à la campagne. Je marche énormément dans les petits sentiers. Quelquefois pour réfléchir à ce que je vais écrire, mais quelquefois simplement pour humer l'atmosphère, pour observer ce qui se passe autour de moi. Je n'ai pas de véritable hobby. J'ai plutôt envie, quand je finis ma séance de travail, qui peut être de l'écriture ou la lecture, parce que je passe beaucoup de temps à m'informer, à suivre ce qui se passe à travers le monde, j'ai surtout envie de m'aérer, donc d'être un peu dans la nature. Quand je suis à Paris, je vais dans des jardins publics et j'essaie de retrouver dans les jardins publics ce que je trouve à la campagne et dans les sentiers plus authentiques. C'est quoi pour vous une journée réussie ? Je crois qu'on m'a inculqué dans mon enfance, et ça c'est la faute des pères jésuites sûrement, puisque j'ai fait toutes mes études chez eux, une sorte de culpabilité envers les journées où je ne travaille pas. Et donc, si pendant une journée, je m'impose de ne pas travailler, parce qu'il faut me l'imposer réellement, je me sens mal. J'ai besoin de commencer ma journée en travaillant, en avançant sur les projets que je suis en train de faire, généralement un livre. Et quand j'ai fait ma journée de travail, je respire et je considère que c'est une journée qui peut continuer agréablement. Et si jamais je commence la journée par quelque chose d'autre que mon travail, y compris le dimanche, je suis mal à l'aise jusqu'au soir. Quel est votre plus grand luxe ? Est-ce que c'est justement d'arriver à se passer des choses ? Quel est votre plus grand luxe dans la vie ? J'ai appris de la vie que quand on se lève le matin, qu'on est en bonne santé, qu'on ne souffre pas, qu'on arrive à travailler, et qu'on est entouré par des personnes qu'on aime bien, c'est un luxe qu'il faut apprécier. Il ne faut pas attendre d'avoir un luxe exceptionnel. Il faut savoir apprécier le luxe quotidien qu'est la vie et que sont les joies de la vie. Et des gens effectivement qui nous entourent et qu'on aime. Alors justement, quelle est la qualité, ou quelles sont les qualités auxquelles vous êtes le plus sensible chez un être humain ? La lucidité, l'écoute,
l'empathie. Est-ce que ce n'est pas un peu vos qualités à vous, finalement, aussi, que vous aimez chez les autres? Pas suffisamment. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui les ont beaucoup plus que moi. Alors ça, c'est des qualités que vous avez. Quel est, en revanche, votre plus grand défaut? À part le perfectionnisme, qui est toujours le faux défaut, parce que c'est à la fois une qualité et un défaut. Ce n'est pas seulement un faux défaut, c'est parfois un vrai défaut. C'est-à-dire, je suis tout le temps en train de penser à des problèmes à résoudre, et quand je pense les avoir résolus, je cherche véritablement le problème qui va m'irriter et que je n'ai pas su résoudre. Et ça gâche beaucoup de choses dans la vie. Et comme je n'ai pas envie de noyer mes angoisses dans l'alcool ou dans d'autres substances de ce genre, je vis avec. Ce n'est pas vraiment grave, c'est une petite nuisance, mais c'est un défaut réel. Puisque vous parliez de vos angoisses, je me demandais comment vous faites face dans les moments de déprime, parce qu'il y en a toujours des moments plus ou moins joyeux dans la vie, ou des moments où on est plus affecté par l'état du monde ou autre. Dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites pour aller mieux? Tous les jours, j'écoute de la musique. Je voulais vous demander justement. Oui, j'écoute beaucoup. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qui vous touche? Généralement, du Chopin, du Bach, du Schubert. Ma femme, dès le matin, dès qu'on se lève, elle met une musique qui lui a plu. Par exemple, dernièrement, elle a écouté chanter René Fleming, et là, depuis quelques jours, elle met des airs d'opéra chantés par René Fleming. Et il y a toujours de la musique à la maison, pas dans mon bureau. Ça, c'est pour la musique. En ce qui concerne les œuvres d'art, est-ce qu'il y a une peinture que vous aimez particulièrement, quelque chose qui vous touche, qui vous parle? Je suis assez éclectique. Je ne dirais pas qu'il y a une peinture particulière à laquelle je suis sensible. Je vais quelquefois, je regarde, je me laisse émouvoir par des choses très différentes. J'aurais aimé peindre. Je n'ai aucun talent, malheureusement. Mon père peignait, il avait beaucoup de talent, mais il n'a pas consacré suffisamment de temps à cela. Les choses qu'il a faites étaient très belles. Mais il a travaillé toute sa vie dans le journalisme. Il n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour consacrer à la peinture. C'est un domaine où j'aurais pu, si je n'écrivais pas, j'aurais bien aimé peindre. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans la vie? Il y a beaucoup d'angoisse. Je ne suis pas quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses. Je m'inquiète de l'avenir, je m'inquiète de la marche du monde, mais je ne fonctionne pas par la peur. J'ai plutôt tendance à garder ma sérénité, même dans des périodes assez difficiles. Cela dit, je ne suis pas dans la vie active réellement. Je suis quelqu'un qui observe le monde de loin. Je n'éprouve même pas le besoin de m'exprimer ou de m'exclamer. Je peux observer le monde tranquillement. Donc, les peurs, je les rationalise. J'essaie de comprendre ce qui a suscité des peurs, le moteur de la peur. Je suis plutôt quelqu'un de cérébral et de rationnel. La mort, ça vous fait peur? En fait, ma mort, pas vraiment. Je m'inquiète pour les personnes que j'aime, oui, mais pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me traverse l'esprit, même si maintenant j'ai plus de 70 ans. Je n'y pense jamais, et bon, je sais que ça va arriver.
quand ça arrive, on n'y pense plus. Et tant qu'on y pense, c'est qu'elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il y a après, à votre avis? Vous avez une idée? Je ne sais pas. Mon attitude par rapport à cela, c'est que le doute est la seule certitude. Je veux dire par là que si nous savions avec certitude qu'il y avait quelque chose, la vie n'aurait plus aucun sens. La vie serait quelque chose de futile, de passager, s'il y a la vie éternelle après. Si nous avons la certitude qu'il n'y a rien derrière, la vie serait adossée au néant et n'aurait pas de sens non plus. Est-ce qu'il vous arrive de prier ou c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans vos habitudes? Ça ne vient pas spontanément. Il m'arrive d'assister à des cérémonies et de m'associer, mais ce n'est pas une attitude qui me vient spontanément. Quand je suis à l'église, dans une cérémonie, j'ai plutôt tendance à penser à des choses, à construire des mondes dans ma tête, à réfléchir à toutes sortes de choses, plutôt qu'à formuler une prière. En 2 mots, qu'est-ce qui vous reste de votre enseignement chez les jésuites, puisque vous nous expliquez que vous y avez été éduqué? Qu'est-ce qui vous en reste? Je garde un merveilleux souvenir de ce moment. Je pense qu'il y avait une qualité d'enseignement merveilleux, un cadre merveilleux. Je garde les meilleurs souvenirs. J'ai gardé beaucoup d'amis, aussi bien parmi les élèves que parmi les enseignants. Je n'ai jamais senti qu'on voulait m'imposer des croyances religieuses particulières. Je n'ai jamais été attiré ni par la ferveur religieuse, ni par l'athéisme. J'ai toujours eu une attitude équilibrée par rapport à cela, parce que j'ai vu où pouvaient mener les excès dans la religion. J'ai vu à quoi pouvaient mener des sociétés qui voulaient abolir la religion. Dans les 2 cas, ça devient monstrueux. Je pense qu'il faut, dans toute société et dans toute vie humaine, une certaine dimension spirituelle qui soit ni absente ni écrasante. On va terminer sur la nécessité de cette dimension spirituelle. Merci Ami Malouf d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le naufrage des civilisations. C'est paru aux éditions Grasset. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve bientôt sur KTO et je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Bonne soirée.